Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la question de la Première Guerre mondiale en Amérique latine. Et on peut dire que la participation des pays latino-américains a longtemps été oubliée. Par exemple, si je vous demande quels pays d'Amérique latine ont déclaré la guerre à l'Allemagne, il est probable que moins de 5% de ceux qui regardent cette vidéo sachent répondre à la question. La réponse est le Brésil, Cuba, le Costa Rica, Panama, Haïti, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. 6 autres pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Allemagne sans déclarer la guerre. Il s'agit de la Bolivie, de la République dominicaine qui était sous occupation américaine, du Pérou, de l'Uruguay, du Salvador et de l'Équateur. À ces pays, il faut ajouter les territoires d'outre-mer des puissances européennes que vous pouvez voir apparaître comme par magie sur la carte en rose. Malgré une participation diplomatique, un certain soutien militaire avec des soldats volontaires et une politique économique qui n'a jamais été complètement neutre, il est surprenant que la guerre mondiale apparaisse dans les catalogues d'archives latino-américaines sous l'étiquette, encore une fois entre guillemets, de guerre européenne. Comme si le conflit n'avait pas eu de répercussions internationales, comme si les régions africaines, asiatiques ou américaines n'avaient pas participé à cette guerre. La classification même de cet événement révèle quelque chose de la perception de ce conflit dans les pays d'Amérique latine. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé loin de nous et qui n'a pas eu tant de répercussions sur ces pays. Et il est indéniable que pour les Européens qui ont dû subir de plein fouet ce choc économique, politique, humanitaire et militaire, la destruction des villes et des villages, l'inflation et l'occupation de plusieurs territoires, la conflagration ne pouvait occuper qu'un espace plus important dans l'imaginaire collectif. Mais cela n'explique pas entièrement ce long oubli en Amérique latine. En effet, la mémoire de la Grande Guerre n'est pas exclusive à l'Europe. Dans tout l'Occident développé, le conflit fait partie intégrante du roman historique national, comme en Australie ou au Canada. Même dans les pays éloignés des lignes de front, comme au Sénégal, le souvenir des tirailleurs, qui étaient des soldats des colonies françaises qui ont combattu en Europe, existe toujours. En revanche, personne, ou presque personne, en Amérique latine ne se souvient du Chilien Arturo del Oro, des Cubains Domingo Rosillo, Adolfo Tro, César Aniento, Santiago Campuzano, du Dominicain Juan Ponce de León, du Franco-Argentin Antonio Bien-Aimé, des Vénézuéliens Sánchez Carrero et Rafael de Nogales Méndez, et encore de très nombreux autres latino-américains qui ont combattu dans les tranchées en Europe. Les places, les noms des rues, les ossuaires, les statues qui commémorent la guerre européenne, entre guillemets, sont rares en Amérique latine. Le monument le plus visible du continent est probablement le modeste monument commémoratif de Porto Rico, situé devant le Congrès de l'État libre associé. À tel point qu'à l'exception de quelques spécialistes, presque personne en Amérique latine ne se souvient que la Bolivie, l'Équateur, le Guatemala, le Brésil, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, l'Uruguay, Haïti, le Pérou et Cuba ont signé le traité de paix de Versailles le 28 juin 1919. Les raisons de cette négligence au XXe siècle sont multiples. Nous nous limiterons ici à citer les deux principaux. La première réside dans le fait que l'interventionnisme américain, qui a été facilité grandement par la Première Guerre mondiale, s'est fait plus pressant avec les occupations de la République dominicaine, d'Haïti, de Porto Rico, et le rôle joué par Washington dans la Chambelona à Cuba, qui était une révolte libérale qui avait éclaté à cette époque-là, en 1917. La période de la Première Guerre mondiale pour les Antilles est aussi celle de l'impérialisme américain. La deuxième raison est qu'il est indéniable que l'histoire militaire de la Grande Guerre en Amérique latine s'est limitée à très peu de batailles entre Britanniques et Allemands dans les mers du Chili et de l'Argentine. Je pense à la bataille de Cabo Coronel et des Malvinas principalement. Au désarmement et au détournement de navires allemands à la Havane, à Porto Rico, au Brésil et au Pérou, à la mobilisation de soldats cubains et portoricains et brésiliens, mais l'histoire de la Première Guerre mondiale n'est pas seulement militaire. Elle impliquait aussi une rupture des imaginaires géographiques et des concepts politiques dans le Nouveau Monde.
La première rupture de la guerre mondiale est le changement radical qui s'opère dans les discours des intellectuels latino-américains. Avant la guerre, de nombreux intellectuels défendaient la position selon laquelle les pays latino-américains devaient copier les coutumes et les valeurs morales de l'Europe, car elle était le cœur de la civilisation universelle. Cette position est complètement délégitimée pendant la guerre. Une chronique que j'aime citer car elle résume en quelques mots la situation des élites au début du XXe siècle est celle du chroniqueur cubain Joaquín Aramburu, qui écrivait en 1914 ceci. C'est ça la civilisation? Ils disent que oui. Et voici l'hygiène défendant la vie des individus, la santé la prolongeant, la science qui anoblit l'esprit, l'art exquis, l'école formant les citoyens. Et tout ça pourquoi? Pour que lorsque la population a augmenté, que le sentiment national s'est renforcé, que l'humanité a progressé, que l'homme peut voler dans les airs, communiquer d'un continent à l'autre par les ondes hertziennes. Eh bien, pour que ces mêmes peuples qui ont atteint le plus haut niveau de civilisation s'attaquent, se détruisent. Est-ce de ces peuples que nous, les jeunes nations d'Amérique, devons prendre exemple? Je proteste. La seconde rupture est économique. Des pays comme Cuba, Porto Rico ou le Pérou s'enrichissent considérablement pendant la guerre. C'est la danse des millions. Des hôtels particuliers, des routes, des monuments se construisent. Des ingenios se développent. Le télégramme se répand dans les provinces, les infrastructures se modernisent et en quelques mois, des fortunes apparaissent, entraînant des nouveautés inattendues. Ainsi, la Havane connaît son premier embouteillage de voitures mécaniques de son histoire pendant la guerre. Les salaires augmentent. L'immigration en direction de ces éphémères pays riches explose. Les restaurants chics ouvrent leurs portes dans les nouveaux quartiers, soudainement construits quelques jours après le début du conflit. Les pays qui produisaient déjà du sucre ou des matières premières se spécialisèrent dans leur exportation la plus rémunératrice. L'Allemagne, qui avant-guerre était le principal concurrent des producteurs de canne à sucre grâce au sucre de betterave raffiné, ne pouvait plus exporter sa production et fit que les prix du sucre raffiné atteignent des sommets inégalés. Et pour les États qui extrayaient les métaux sur leur territoire, l'économie de guerre des pays européens était également une opportunité car ces derniers avaient besoin de beaucoup de métaux pour faire fonctionner leur économie de guerre. Mais cette richesse soudaine était illusoire, car alors que les pays d'Amérique latine spécialisaient leur production dans les matières premières qui favorisaient la richesse immédiate, les produits manufacturés américains détruisaient les capacités de production industrielle locales. À la fin de la guerre, les pays monoproducteurs se retrouvent à nouveau avec des prix bas pour leurs produits d'exportation et une industrie en crise à cause de la concurrence américaine, entraînant de terribles conséquences économiques. Une crise qui fut aussi terrible que celle de 1929 pour l'Amérique latine. La troisième conséquence de la guerre est que les soldats volontaires qui ont combattu en Europe ont apporté leur expérience militaire en Amérique latine, développant de nouvelles tactiques et corps militaires. Je ne prendrai ici que deux exemples. Le premier est celui de Francisco Terry Sanchez et Santiago Campuzano, qui ont formé le premier corps d'aviateurs à Cuba après leur participation comme pilote dans l'aviation française pendant la guerre, et qui explique pourquoi Cuba a été le deuxième pays à avoir une armée de l'air. Le second est celui de Rafael de Nogales, qui avait combattu dans l'armée ottomane et qui a aidé la guérilla sandiniste nicaraguayenne à lutter contre les Marines américains. Il y a eu d'autres conséquences de la guerre en Amérique latine, comme la participation active des pays latino-américains à la Société des Nations, à la Cour de justice internationale, la modernisation des journaux et des outils de presse, un nouveau regard sur les traditions et les coutumes nationales, et une défense de la racine hispanique de l'identité métisse américaine comme instrument de résistance à l'impérialisme américain, ou encore l'impulsion que ce conflit a donné au mouvement ouvrier en Amérique latine. Avant de terminer cette vidéo, je peux vous demander si vous seriez intéressé par une vidéo sur les volontaires latino-américains de la Grande Guerre ou sur d'autres sujets connexes. Alors je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.